Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Quand on vous voit, on se dit, bah oui, Oxygène, on se dit Equinox, on se dit les concerts géants, et on se dit que derrière tout ça, il y a un mélancolique rodéo. C'est ce livre de souvenirs incroyables qui est celui de votre vie, Jean-Michel Jarre. Celui d'un petit gamin qui avait rêvé un jour, peut-être, cette musique-là, écoutez. Quand on dit ça, ça a changé évidemment une vie. Mais cette vie, elle vient de loin, Jean-Michel Jarre. Elle vient de cette enfance, et surtout de ces parents-là, vous racontez dans ce livre. Oui, en fait, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé écrire, et j'ai toujours voulu écrire un roman. Et puis j'avais ce titre, Mélancolique Rodéo, cet oxymore. Et puis en même temps, l'idée de raconter une histoire à travers des objets. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, et ce que je continue de vivre d'ailleurs aujourd'hui, les moments inoubliables que j'ai pu traverser ou inattendus, les personnalités aussi exceptionnelles que j'ai pu rencontrer, finalement, sont des personnages de romans, à commencer par mes parents. Ouais. C'est-à-dire que mon père et ma mère, mon père, ce compositeur multi-oscarisé qui a son étoile sur Hollywood Boulevard, ma mère, grande héroïne de la Résistance, qui a aussi fait son chemin avec moi, puisque mon père nous abandonne quand j'ai 5 ans, est aussi d'un personnage de roman. Donc je me suis dit, ça c'est la fondation d'une histoire, ouais. Et pourquoi ne pas la raconter? Alors le premier objet, c'est une Remington Bluetooth, c'est pour taper le livre, et donc vous vous lancez dans cette aventure, et puis alors ça commence par un carton à Hollywood. C'est terrible ce que vous racontez au début, c'est-à-dire votre père, que vous allez retrouver alors qu'il n'a jamais été là, au moment des obsèques, et il est dans un cercueil en carton. Oui, je raconte des tas de... en fait, chaque chapitre est autour d'un objet et effectivement, je raconte les obsèques de mon père que finalement où on a raté notre relation tout le long de ma vie. On n'a jamais eu de problème puisqu'il y avait une absence plutôt qu'une trop de présence. J'aurais préféré qu'il me fasse plus d'ombre qu'il ne m'en a fait. Et au fond, effectivement, on arrive avec mon fils et ma sœur et sa veuve, donc, on n'est que 4 aux obsèques, et effectivement, je découvre qu'il est dans un cercueil somptueux, mais c'est un cercueil de location. J'ignorais que ça se louait, ces cercueils. Et puis finalement, quand on va vers le crématorium, on s'aperçoit que le cercueil de location a été enlevé et qu'il repose dans un simple carton d'emballage. Et cet homme qui a donc eu 3 Oscars, qui a son étoile sur Hollywood Boulevard, va partir en catimini dans un carton d'emballage. Ouais. C'est à la fois à pleurer de rire, comme je l'écris dans le livre, et en même temps le contraire. C'est-à-dire que c'est en même temps ces scènes ça pourrait être une scène dans un film de Fellini. Oui. Quand vous êtes devant lui, mort, vous dites c'est presque la première rencontre ou la rencontre la plus forte avec lui que vous ayez eue. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est à ce moment-là, sans doute, une vraie rencontre où j'arrive à lui dire que finalement je lui pardonne de nous avoir abandonnés, ma mère et moi, et de ne pas avoir pu créer une relation avec son fils, avec moi, et avec son petit-fils et ma sœur et sa fille aussi. Et en même temps, je lui dis quelque chose qui me vient, qui existe dans la vieille tradition égyptienne et juive aussi, c'est finalement de lui demander pardon de ne pas avoir su me faire aimer de lui. Et ça m'a considérablement allégé, et c'est un conseil que je donne à tous les gens qui peuvent être, comme on a tous plus ou moins des problèmes avec nos parents, ouais. Bien avant Freud, c'est un classique, et ben finalement ça m'a beaucoup allégé, ça. Oui, ouais. Alors votre maman, c'est extraordinaire, vous grandissez donc à Issy-les-Moulineaux, un jour vous racontez, bon, il faut lire ce livre parce que ça fourmille d'anecdotes, comment vous allez économiser pour lui acheter un jour le sac dont elle rêve, et que vous n'avez pas l'argent pour ça parce que vous l'admirez, vous l'aimez profondément. C'est une héroïne de la Résistance. Absolument admirable. Oui, elle s'est fait prendre 3 fois par les Allemands, elle s'est échappée 3 fois, y compris des camps, ce qui est quand même pas évident. Et quand mon père, quand mon père nous abandonne, elle continue à avoir cette vie tout à fait extraordinaire. On vit dans la précarité dans un petit appartement de 40 mètres carrés au sud de Paris, et elle va trouver des petits boulots. Et elle a donc cette fameuse machine à tricoter qui donne le titre d'un qui va vous faire penser à... Qui me fait penser à un synthé. Un synthé, c'était un synthé avant la lettre, cette espèce de grand clavier. Presque prémonitoire de ce qui va vous arriver. Oui. Et puis aussi mon grand-père, qui est un autre personnage très important dans ma vie, qui est le père de mon père, donc qui est
à la fois joueur de hautbois Ouais. et inventeur et ingénieur génial, qui va inventer les premières consoles de mixage, qui invente aussi Le Tepaz. le Tepaz, qui est l'ancêtre de tourne-disque. l'iPod, voilà, Oui. le premier tourne-disque portable, Ouais. et qui va me donner ce goût d'avoir une approche au fond poétique de la technologie et de mélanger la musique et la technique. Et c'est sans doute ce magnétophone dont il me fait cadeau quand j'ai 12 ans qui va être l'objet fondateur au fond de ma carrière, puisque Ouais. je me mets à tout enregistrer et sans savoir qu'un jour, quand je vais rencontrer Pierre Schaeffer au groupe de recherche musicale, je vais rencontrer justement quelqu'un qui dit justement la musique n'est pas faite de notes seulement basée sur le solfège, mais elle est faite de sons, et qu'on peut prendre son micro et son magnétophone et aujourd'hui son laptop et aller enregistrer les sons de la vie et en faire de la musique. Ouais. Et c'est ça qui m'a... Cet objet, ce magnétophone, Grundig, le petit magnétophone allemand, est sans doute un des objets les plus importants de ma vie de créateur, au fond. Oui, oui. La musique vient à vous. Ça, ce qui est incroyable, vous avez par exemple une rencontre avec Chet Baker qui est fabuleuse parce que vous allez sentir la trompette et tout à vous fait. dites une vibration dans mon corps. Au fond, vous ressentez la musique gamin. Tout à fait. Alors, pour les gens qui nous regardent, ils peuvent se dire, finalement, j'ai eu une enfance dorée parce que j'ai rencontré Chet Baker, etc. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais en fait, encore tout ça est aussi du hasard. Comme beaucoup de choses qui me sont passées dans ma vie, ce ne sont pas des choses que j'ai initiées. Ma mère était très amie avec Mimi Ricard, qu'elle avait rencontrée en prison et à l'époque de la guerre, et qui va ouvrir le Chat qui pêche, rue de la Huchette, qui devient le plus grand club de jazz de l'époque, où elle reçoit des gens comme Archie Shepp, John Coltrane, Chet Baker. Et moi, je suis le petit gosse qui traîne quand les deux copines sont au bar en train de discuter, le dimanche après-midi. Et je descends, et un jour, pour l'anniversaire de mes 9 ans, il y a ce trompettiste que je ne connais pas mais que j'admire, et qui est Chet Baker, et qui m'assoit sur le piano droit et qui va jouer pour moi pendant 5 minutes. Et à chaque fois que je pense à cette histoire, je sens les vibrations de l'instrument, comme vous le disiez, et c'est une des premières émotions sonores. Et il me dit 2 choses importantes, Chet Baker. Il me dit, tu vois, ce qui est important dans la musique, c'est finalement la mélodie, mais à condition de savoir en sortir. Parce que finalement, c'est la quête du son qui est importante. Ouais. Et ça, c'est une chose évidemment qui m'a marqué et qui montre qu'il y a une sorte de parallèle étrange entre l'électro et le jazz. Cette quête du son, cette quête du son ultime. Oui, un jour, c'est John Cage qui met la main sur le ventre de votre maman enceinte, de vous, et qui dit « cet enfant sera musicien ». Oui, alors Ça, c'est quand même incroyable. Alors, John Cage, c'était pas une voyante, mais Oui. bon, alors il a dit ça, je pense aussi, sans doute pour plaisanter, mais en même temps, il se trouve que c'est vrai que ma mère, au début, enfin quand j'étais avant 5 ans, forcément, j'étais pas né, allait avec la troupe de Jean-Louis Barrault, qui était le grand homme de théâtre de l'après-guerre avec Jean Vilar, et où mon père était percussionniste et Boulez était pianiste. Et John Cage passait par là, parce qu'il connaissait bien Boulez, et il voit ma mère enceinte, et il vient, il lui pose sa main effectivement sur son ventre en lui disant il sera peut-être musicien. Donc ça m'a peut-être aidé dans ma carrière. Non, mais moi, je vois des rapports. Alors, je voudrais dire que plus tard, votre premier enregistrement propre, ça va appeler La Cage. Oui, c'est vrai. C'est Cage. C'est vrai, oui, exactement. Il y a presque un... Oui, c'est vrai, les gens connaissent pas le lien, mais c'est ça. Ouais. Alors, vous admirez Fellini, vous admirez Kubrick, vous admirez toute la science-fiction, vous êtes initié à la peinture, à l'abstraction lyrique. Il y a tout ça vous fascine d'emblée. Oui, j'ai toujours j'ai été très intéressé par la peinture. Je faisais beaucoup de peinture. Je m'étais même pour faire gagner de l'argent, un peu pour ma mère. Je faisais de la peinture quand j'avais dès 11-12 ans, mais j'étais pas crédible en culotte courte d'aller vendre mes peintures aux puces parce que ma mère avait un stand aux puces. Et donc je m'étais inventé un frère aîné. Et en fait, je disais que je vendais les toiles de mon frère aîné. Donc j'ai toujours été j'étais très influencé, comme vous le disiez, par Pollock, Hartung, Soulages, l'abstraction lyrique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. Je me souviens de la première exposition Soulages que j'ai vue, je devais avoir 14 ans, et c'est quelque chose qui a été extrêmement, une influence très, très grande pour la musique et aussi pour la scénographie que je ferai plus tard dans les concerts que je ferai. Oui, le groupe de recherche musicale, Pierre Schaeffer. Alors, il vous dit un jour, parce que vous adorez travailler avec lui, il vous dit un jour, va rencontrer le grand public. Oui. Sort. Il me dit cette chose extraordinaire. Le groupe de recherche musicale était vraiment un laboratoire de recherche. Et finalement,
qui était forcément, comme beaucoup de laboratoires expérimentaux, un peu coupé de la rue, un peu coupé du public. Enfin, du grand public en tout cas. Et lui me dit, écoute, après 3 ans, tu as pris ce qu'il y avait à faire, va expérimenter justement auprès du public. Ouais. Et ça va donner justement le fait que pendant une période, je vais faire des travaux pratiques aussi bien et des choses extraordinaires, puisque la première commande que j'ai, elle vient de l'Opéra de Paris pour faire un ballet. C'est la première fois que la musique électronique va rentrer à l'opéra. Je vais ensuite faire aussi des chansons pour Christophe, comme Les mots bleus, Les paradis perdus. Vous avez fait plein. Alors vous allez faire une bande originale, un film avec Delon et Signoret. Exactement. Hein, Les Granges brûlées. Oui. Vous allez même faire des arrangements pour ça, pour Gérard Lenormand. Oui, des musiques que j'ai composées. Des musiques pour Gérard Lenormand. Vous écrivez les paroles d'un album entier de Patrick Juvet. Oui, voilà, Où sont les femmes, c'est vous. Voilà. Et puis Les mots bleus. Voilà. Et puis tout ça. Et alors, j'ai retrouvé quelque chose qui va vous rappeler des souvenirs, c'est ça. Oui, alors, c'est une autre passion que j'avais. Peu de gens vont comprendre de quoi on parle, mais c'est Dominique Webb. Dominique Webb, d'ailleurs, qui nous a quittés il y a un mois, et qui était quelqu'un qui a beaucoup compté. Un prestidigitateur. Oui, c'était à la fois... C'était vraiment entre la poésie et l'arnaque. Il endormait les gens, etc. On n'a jamais su s'il les endormait vraiment ou pas, mais il y avait cette espèce de côté magique de toute l'illusion et toute la prestidigitation. D'ailleurs, je suis extrêmement fier d'avoir un fils qui est devenu magicien, qui est un très grand magicien, David Jarre. Et donc, il y a eu une transmission quelque part aussi sur ce plan. Et une des premières choses que je fais aussi après le GRM, c'est de faire, le groupe de recherche musicale, c'est de faire la musique pour le Festival de la magie. Et je le rencontre à cette occasion, Dominique Webb. On devient assez amis et c'est à lui que je m'adresserai pour faire le fameux, pour le concert, le premier concert de Christophe après Les paradis perdus et Les mots bleus que je mets en scène, ce piano volant. J'avais cette idée de piano volant, j'avais une idée de scénographie un peu à la Fellini, et donc je m'adresse à lui en disant, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait me fabriquer ce piano? Il me dit, oui, je connais un gars un peu barré dans le Massif central, qui a les yeux verrons, et je pense qu'il peut le faire. Et finalement, ça a été un autre contact avec la magie, mais j'ai toujours considéré que la musique concrète, comme les concerts, c'est aussi de la magie, c'est aussi de l'illusion. Alors Patrick Juvet, vous comparez sa voix à celle des Bee Gees. Vous dites, il m'intéresse, parce que voilà, il y a quelque chose. Tout à fait, il a un son. J'ai eu toujours envie de travailler avec des gens qui avaient un son. Christophe a un son indéniable, il a un son de voix, il a une manière yaourt, d'approcher les choses. D'une façon sur laquelle vous pouvez... C'est un d'ailleurs de ceux qu'il a inventé ça. C'est-à-dire que beaucoup de chanteurs français chantent en yaourt, c'est une sorte de faux anglais. Et qui permet de travailler les mélodies et les arrangements. Et moi, je me suis servi de ça pour justement faire des mots qui lui collent à la bouche, qui lui collaient à l'intonation et au son. Encore une exploration sonore à travers les mots. Oui. Vous rencontrez Francis Dreyfus, ceux qui ne savent pas qui c'est un producteur d'une maison de disques, qui est absolument un homme absolument incroyable. Oui, qui est une sorte de Richard Branson français, c'est-à-dire qu'il aurait pu, s'il était intéressé par l'aviation, créer un Virgin français, mais ce n'était pas son but. C'est un passionné de jazz, etc. Et c'était une des grandes rencontres de ma vie, puisqu'on a fait ensemble tout ce chemin avec des hauts et des bas, ce que je raconte, avec des zones d'ombre, avec des procès après, parce que souvent les producteurs de cette époque avaient tendance un peu à penser qu'on leur appartenait, ainsi que nos enfants et nos petits-enfants. Donc il a fallu remettre les choses au point, ce qui a été le cas de beaucoup d'artistes, et anglo-saxons et français de ma génération. Mais c'est quelqu'un, évidemment, qui a beaucoup compté dans ma vie. Et je raconte aussi pas mal des choses assez extraordinaires qui nous sont arrivées. Oui, alors vous racontez une rencontre avec un Mellotron VC S3, c'est ça? Voilà, alors tout ça, c'est les premiers synthétiseurs. Ceux qui nous entendent ne comprennent pas trop, mais... Alors, les synthétiseurs, pourquoi j'en parle et pourquoi j'ai même fait une liste à la fin du livre des synthétiseurs? Vous arrivez à le rentrer dans votre cuisine, là? Oui, c'est que même si on ne connaît pas du tout ces instruments, il y a une magie des noms qu'on ne connaît pas. C'est comme les gens qui vous expliquent leur collection de coléoptères avec des noms en latin, etc., qui n'en finissent pas, dont on n'a aucune idée. Il y a une poésie de tout ça. Il y a une poésie, il y a un mystère des instruments électroniques qui sont des instruments qui ont une énorme poésie et qui sont très tactiles, qui sont le contraire de l'idée reçue d'instruments froids et robotiques. Il y a quelque chose d'extrêmement tactile. C'est le lien avec, je ferai avec Soulage et avec la peinture abstraite, c'est-à-dire le fait de mettre les mains dans les textures, d'une manière de cuisinier. En tant que lyonnais, j'ai toujours pensé que la musique électronique était très proche de la cuisine. Alors vous, dans votre cuisine, vous composez ça. Oui. Et c'est Charlotte Rampling, avec qui vous vivez à l'époque, qui la première à l'entendre, sans vous douter de ce qui va arriver.
Pas du tout, non. C'était quelque chose que je faisais, je dirais en parallèle, qui était en fait ma véritable obsession, c'est de faire ce pont entre l'expérimental et la pop musique. Et cet album, effectivement, quand Charlotte l'écoute, elle me dit, bah, j'ai jamais rien entendu de pareil, où ça va passer totalement inaperçu. Oui, il n'y a pas de batterie. Voilà. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de oui. chanteur, il y a des morceaux de 10 minutes. Et d'un point de vue anglo-saxon, puisqu'on sortait quand même de l'époque où John Lennon disait que le rock français était au niveau du vin anglais, en plus, il est français. Et en fait, ça aura le succès qu'on connaît. C'est une radio anglaise qui, la première, le passe en entier. C'est Radio One qui passe l'album. Et ils l'ont très peu fait. Ils l'ont fait pour Dark Side of the Moon, pour 3-4 albums. Ils passent l'album en entier, ce que fera aussi Europe 1 plus tard aussi en France. Et ça décolle comme ça d'un coup. Ouais. Alors après, vous allez connaître un Fairlight CMI. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez rencontré plein de gens dans votre vie. Hein. Voilà, exactement. Donc je disais que j'ai passé plus de temps avec les machines qu'avec les humains, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'effectivement, en dehors des instruments, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens absolument extraordinaires, d'Edward Snowden en passant par Fellini, on en a parlé, les Chevalier-Za, la princesse Diana, Stephen Hawking, beaucoup de musiciens. La princesse Diana, attendez, petite parenthèse, hein, vous ouvrez le bal avec elle, et puis vous lui remettez sa robe. C'est vrai, c'est vrai. Ben, elle avait un problème d'épingle. Mais voilà, ça s'appelle L'épingle à nourrice de Lady Di, le c'est quelque chose quand même, non? Oui, c'est effectivement quelque chose. Mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie finalement de me servir de tout ça pour écrire en fait un roman. Non pas romancé, mais avec une approche romanesque qui est un peu différente d'une autobiographie classique. Oui, et vous arrive des choses vraies, parce que vous parliez tout à l'heure de 2001 Odyssée de l'espace, de Kubrick, vous allez rencontrer l'auteur de 2001. Ça aussi, et vous allez être ami avec lui. Quand même, quel destin! Ça, c'est aussi incroyable, parce que je suis un fan absolu de 2001 Odyssée de l'espace. C'est vraiment un film fondateur dans ma vie. C'est le seul film que j'irai voir, d'ailleurs, à sa sortie 7 jours de suite. Et quand 2010 sort, quelques années après, je me précipite, j'étais à Londres pour acheter le livre, et je découvre à ma stupéfaction mon nom dans les remerciements. Et en fait, Arthur C. Clarke, qui est l'auteur de 2001 et de 2010, avait écouté ma musique en écrivant la suite. Donc, je lui envoie, c'était avant Internet, une lettre, etc. Et on va entamer une correspondance et on va devenir très, très amis jusqu'au moment même où nous allons ensemble faire et concevoir un concert pour le 1er janvier 2001, où il sera le maître de cérémonie à Okinawa, ce qui est une chose que je ne raconte pas complètement dans le livre, mais qui va être effectivement un moment extraordinaire. Imaginez-vous faire un concert dans lequel celui qui a écrit 2001 Odyssée de l'espace est le maître de cérémonie sur scène. C'est évidemment une histoire parmi d'autres qui est totalement inattendue, incroyable. Et je tiens à dire que tous les concerts dont on parle, les concerts importants, etc., que j'ai pu faire, sont des choses que je n'ai pas initiées, sont des choses qui me sont venues. C'est ça qui est d'autant plus extraordinaire. Et toujours avec des rencontres tout à fait extraordinaires. Quand on fait des concerts comme ça qui réunissent tellement de gens, forcément, il y a énormément de gens qui n'avaient aucune raison de se rencontrer, qui vont se rencontrer à cette occasion, ce que je raconte en partie dans le livre. Ouais, alors une rencontre récente, vous parlez à la fin, c'est Gong Li, parce que vous racontez aussi votre vie intime, Jean-Michel. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne parle pas français, elle ne parle pas bien anglais. Enfin, elle parle anglais quand même. Elle parle anglais, mais comment vous faites? Effectivement, notre langue, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas le français, moi je ne parle pas le chinois, mais comme chacun sait, finalement, dans une vraie relation, j'estime que souvent, les mots ne sont pas ce qu'il y a de plus important. On voit souvent, moi j'ai toujours rêvé, on voit ça dans les films de Fellini, des vieux couples de paysans qui sont comme ça, qui ne se parlent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à se dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se parler pour communiquer. Alors, on parle quand même beaucoup avec Lee, mais ce que je voudrais dire, puisque vous soulevez ce point, c'est que ma rencontre avec Gong Li m'a fait comprendre cette relation mystérieuse que j'ai depuis 40 ans avec la Chine. J'étais le premier musicien occidental à jouer à l'époque après Mao. Je suis à la demande de Jacques Chirac, j'ouvre la saison, l'année de la France en Chine en 2004, où je vais jouer, et ça, à mon avis ça ne se passera plus jamais aujourd'hui pour plein de raisons politiques et économiques ou autres, à la fois à l'intérieur de la Cité interdite et la fin sur la place Tiananmen. Ce qui est quand même, que sont des choses extraordinaires que même des Chinois n'ont pas vécu. Et finalement, ce lien mystérieux avec la Chine, j'en ai la réponse avec la rencontre avec ma femme aujourd'hui. Oui, c'est romanesque, c'est absolument fascinant votre livre Mélancolique Rodéo. Je voudrais qu'on revoie une photo qui est passée tout à l'heure, gamin habillé en cow-boy, parce qu'elle ramène, c'est la boucle évidemment qu'on referme. Cette photo, ça parle aussi de votre père, Jean-Michel.
Oui, cette photo, Ouais. c'est à la fois, une explication, c'est à la fois une illustration du rodéo, forcément, Ouais. du cowboy, mais en même temps, c'est le seul que je raconte dans un chapitre qui s'appelle Les After Eight, vous comprendrez pourquoi quand vous lirez Ouais. le livre, mais qui est le seul cadeau que mon père va me faire, puisque on n'aura aujourd'hui ni ma sœur Stéphanie, élevée par Michel Drucker, puisque Dany Saval était la femme une des femmes de mon père, et nous n'avons pas un seul objet Ouais. de mon... Oui, il vous a carrément déshérité, quoi. Voilà, mais comme je le dis, je pense que, comme moi j'ai été abandonné quand j'avais l'âge de 5 ans, je n'attendais rien, donc je ne suis pas particulièrement déçu, et je pense, vous savez, que c'est à méditer pour beaucoup de gens qui sont malheureusement de familles connues ou moins connues, qui se déchirent autour d'un héritage, c'est de penser à cette phrase de René Char, que le véritable héritage n'a pas besoin de testament. Et je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Les objets, finalement. Ouais. C'est bien pour faire des beaux chapitres dans une autobiographie. Ouais. Et le plus bel héritage, c'est votre maman. C'est peut-être Bien cette sûr. machine à coudre. Oui, et puis Ouais. ce livre, c'est en même Ce temps... verre d'eau aussi, on ne dira pas, dans le livre, on en parle de ce verre d'eau tellement symbolique Oui. et incroyable. Et puis en même temps, elle m'a Ouais. appris, ma mère, justement, pourquoi c'est une héroïne pour moi à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, mais aux yeux des gens qui la connaissaient, c'est qu'elle m'a appris des choses importantes, la tolérance, l'ouverture d'esprit, le fait, par exemple, de ne pas confondre une idéologie à un peuple, de ne pas confondre les nazis et les Allemands à cette époque, ce qui m'a beaucoup influencé. Le fait que, justement, ça m'ait poussé à aller dans des endroits, dans des pays où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, alors que beaucoup de gens ici, avec une arrogance et une ignorance de ces pays, souvent vis-à-vis de ces pays, vont être pour le boycott. Moi, je suis absolument contre le boycott, ça vient d'elle. Le fait, par exemple, d'aller jouer en Arabie Saoudite aujourd'hui, je pense que c'est très important d'aller dans des endroits, justement, où les gens n'ayant pas les mêmes libertés que les nôtres, on ne peut pas leur appliquer une double peine en les privant de culture. La culture, la musique, c'est un cheval de Troie qu'il faut utiliser. Et il faut aller demain en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut aller dans tous ces endroits-là, parce que justement, les gens en ont besoin. Sinon, d'une certaine manière, on procède d'une sorte de fondamentalisme à l'envers, où on collabore à une radicalisation, une aliénation. Voilà les choses que ma mère m'a apprises. Ouais. Et peut-être aussi, j'aurais peut-être imaginé un chapitre qui aurait pu s'appeler « Le rire de ma mère ». Parce que ce qui est incroyable, c'est la force d'humour de votre maman, malgré ce qu'elle avait vécu. Et même pendant qu'elle vivait, lorsqu'elle est déportée à Ravensbrück et qu'elle est tondue, elle rit. Oui, ce qui est quand même une leçon de vie absolument incroyable. Et elle m'a appris quelque chose de fondamental, c'est de relativiser les peurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des doutes, on peut avoir des angoisses, mais en fait, elle m'a donné ça. Je ne suis pas quelqu'un, j'ai jamais eu de peur, même devant des choses assez dramatiques. Et elle raconte, c'est une anecdote parmi d'autres, mais qui me revient parce qu'on en parle, mais elle avait plus de 80 ans, et elle va chez le pharmacien, et elle se pèse sur les pèse-personnes, là, elle est donc en chaussettes, en bas. Et il y a un gars qui vient pour braquer la pharmacienne. Et la pharmacienne lui dit « Ah ben non, ça fait 3 mois, ça fait 2 fois en 3 mois, c'est trop. » Et il agrippe ma mère par le cou, et en tremblant. Le gars était manifestement... Et donc elle lui dit « Bon, écoutez, vous d'abord, donnez-lui l'argent, à la pharmacienne, et à l'autre, vous me serrez, vous me faites mal, vous tremblez, vous allez faire mal à quelqu'un, donnez-moi le pistolet, et puis elle va vous donner l'argent, et puis partez. » Et en fait, ça a fonctionné. C'est cette espèce d'humour qu'elle a, et de détachement et de distance qu'elle avait par rapport à n'importe quelle situation qui aurait pu être dramatique, qui a été évidemment une source d'influence et d'inspiration énorme pour moi. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. Ça s'appelle Mélancolique Rodéo, publié chez Robert Laffont. C'est formidable, on va se quitter avec une musique, évidemment, c'est toujours celle-là qui revient. C'est le rappel aussi, quand l'album est sorti, les queues aux États-Unis pour l'acheter, et quand vous arrivez au contact de tous ceux qui sont là à attendre, certains vous disent merci, c'est vous qui avez fait ça, merci. Oui, alors j'en profite pour dire d'ailleurs que souvent on est tatoué par le premier succès qu'on a, comme le Oxygène 4, mais qu'il n'y a pas que ça dans l'album. C'est-à-dire que ça, ce côté qui est assez joyeux, cache aussi justement une mélancolie souterraine qui existe dans le reste de l'album. Et ce qui, je pense, a fait le succès de cet album, c'est pas seulement le thème qu'on entend, c'est en fait l'album entier qui justement est une sorte d'oxymore entre le côté joyeux et le côté plus mélancolique de manière souterraine. Comme d'ailleurs la pochette fantastique de Michel Granger, toujours là, l'Oxygène. Voilà, c'est cette terre qui est écorchée avec le crâne qui sort.
qui est à la fois, on ne sait pas si on va s'en sortir ou pas, qui pourrait être un magnifique logo pour Greta Thunberg aujourd'hui. Merci, merci Jean-Michel Jarre. Lisez Mélancolique Rodéo chez Robert Laffont, c'est formidable. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci.